Bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur cet espace atypique consacré à l'évolution de l'humanité. Dans cette théorie, j'essaie de démontrer que l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection. La paix universelle, la fraternité absolue, le 100% écologique, l'homme qui n'a plus aucun impact négatif sur la planète, sur les autres espèces, ni sur lui-même. Donc un homme réconcilié avec lui-même, qui n'est plus un loup pour l'homme, au contraire, qui est dans une fraternité absolue. Et tout ça de façon universelle. Et j'essaie de démontrer que c'est notre destinée. On ne peut pas échapper à cette destinée-là. Alors, il peut y avoir évidemment un échec de ce processus. Je ne sais pas de quoi l'avenir peut être fait. Évidemment, il y a toujours le moyen que ça soit qu'il y ait quelque chose qui interrompe ce processus, mais en tout cas, c'est la logique de l'évolution. Voilà, l'évolution suit un axe inconscient, pour l'instant, encore inconscient, mais qui va passer au niveau de la conscience à un certain moment. L'humanité prendra conscience de son sens, de ce qu'elle construit, pour l'instant inconsciemment, et elle prendra véritablement conscience de ça. La science pourra déterminer et dire oui, effectivement, depuis que nous nous sommes séparés des autres primates, nous avons évolué selon une logique jusqu'au point où nous sommes. Et si on continue dans la même logique, le tracé de notre évolution, ben on atteint effectivement un état de perfection qui pourrait arriver dans 2, 3, 4, 5, 10 siècles. Voilà, peu importe le temps, l'humanité a le temps. C'est l'homme qui n'a pas le temps en réalité. Mais notre temps est compté, mais l'humanité, elle a le temps devant elle. Voilà. Alors, pour préciser cette théorie, je m'appuie parfois sur des audios, des vidéos que j'écoute, souvent des émissions de France Culture, et une émission en particulier qui s'appelle Avec Philosophie. Et bien là, c'est le cas. Et je travaille depuis, maintenant c'est la 3e vidéo, sur à partir d'une émission qui s'appelle Avec Philosophie, qui en 2024 consacrait son thème à l'espérance. À quoi bon espérer? Croire en la croissance infinie, c'est à partir de John Dewey, un philosophe américain. Et eh bien, je vais lancer et je commente, je profite de cette écoute, de ces professeurs extraordinaires, de ces philosophes parfois, enfin les invités et puis les animateurs de cette émission qui ont des connaissances inouïes et qui diffusent une culture. Et je suis le fruit de ce genre de professeurs et qui ont irrigué ma pensée justement après avoir loupé les scolarités classiques. Ben, quand je me suis cultivé tout seul, ben, c'est une grande part de ceux qui m'ont permis de comprendre des choses et d'éclairer ma voix. Voilà. Et on ne remercie jamais assez. C'est une chaîne comme France Culture ou France Inter, mais enfin France Culture, c'est essentiellement cette chaîne que j'écoute, de l'apport qu'ils ont pour la société humaine. Voilà, donc je lance et puis je commente. Allons-y. Et il pense donc ainsi l'évolution biologique, mais aussi, pour revenir à votre question, à l'évolution sociale et politique. Il refuse entièrement l'idée que les sociétés humaines devraient en passer par un certain nombre de stades ou auraient une finalité préexistante. Non, il les restitue. Il restitue le devenir des sociétés, des pratiques sociales, des cultures, à leur pluralité, à leur ouverture, à leur évolution buissonnante et imprévisible. Alors, justement, c'est là où je me mets un peu
en opposition avec John Dewey. À mon sens, évidemment, c'est le John Dewey né l'année où Charles Darwin expose sa théorie. Donc, quand il a 20 ans, 25 ans, quand il fait des études, il est en pleine conscience de cette théorie et cette théorie l'a influencé, évidemment. Et dans cette théorie, il y a l'idée d'évolution buissonnante et qui se déroule quasiment mécaniquement, etc., et qui peut passer par tel et tel événement. Et effectivement, l'humanité, quand on la regarde comme ça, de façon reculée, mais juste un certain recul, pas un recul total, mais dans un certain recul, on voit cette évolution buissonnante, c'est-à-dire des sociétés qui évoluent à différents rythmes. Il y a certains groupes humains qui ont préservé des connaissances, parce que c'est comme ça que je l'interprète. Par exemple, des peuples qui sont restés inconnus jusqu'à... enfin, qui n'ont pas eu d'interaction avec l'humanité, en Amazonie, dans la forêt amazonienne, jusqu'à assez récemment. Voilà. Donc, ils ont préservé quelque chose qui était un parcours de l'humanité et qui est, pour moi, c'est fondamental, justement. Cette façon buissonnante, elle est là pour nous permettre de comprendre tout le parcours de l'humanité. Mais ce n'est pas la finalité que ça reste dans ce système buissonnant. Ce système buissonnant, à un certain moment, il aura accompli son rôle, comme le progrès aura accompli son rôle, et on n'aura plus besoin du progrès, comme on n'aura plus besoin je sais pas moi, du matériel ou des voitures dans 200 ans, dans 300 ans, on aura dépassé ça. Il y a 400 ans en arrière, la charrette était quelque chose de majeur et c'était la pointe de l'industrie pour les hommes. Et on a dépassé ce moment, etc. Il y a 1500 ans, la France, c'était que des petits fiefs. Et peut-être que les gens pensaient que c'était éternel. Mais en réalité, ces fiefs se sont réunis et on est devenu la France. Et aujourd'hui, on est en train de passer à un autre niveau. Au niveau continental, d'abord, l'Europe est en train de se fédérer, l'Amérique, l'Asie, etc. Il y aura peut-être cet intermédiaire avant d'atteindre l'universel. Mais en tout cas, on est sur la route de l'universel. Voilà. Et quand on aura atteint l'universel, le national sera préservé peut-être, mais de façon folklorique. Ça ne sera pas un national, ça ne sera pas une différence qu'on utilise comme objet de différent avec les autres, comme objet de violence, comme ça s'est produit pendant... les 200 dernières années ou les 500 dernières années en Europe. Les nations, les pays n'ont pas cessé de se battre. Bon, maintenant, on est passé à autre chose. On passe doucement à autre chose. Voilà, donc cette évolution, elle est là, elle est présente. Et donc cette diversité qui a fait que chaque groupe humain est allé s'adapter, s'acclimater à des environnements complètement particuliers. Les Inuits ont compris la banquise, ont adapté une partie de l'humanité là, d'autres dans les forêts, dans les cités lacustres, d'autres dans les déserts, d'autres en Europe, d'autres, etc., etc. Et donc tout ça, pour moi, cette diversité, cette évolution en buissonnante, elle est inclue dans l'évolution unique de l'évolution humaine. C'est un des outils de l'évolution humaine. Pour John Dewey, ce n'était pas encore possible de le comprendre, parce que l'idée d'universalité n'était pas encore née complètement. L'ONU n'avait pas été créée, il fallait passer par tout ce que nous avons dû passer, faire deux guerres catastrophiques, hallucinantes, qui ont
obliger l'humanité à dire bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour dépasser ça? Et peut-être que là, nous sommes exactement nous sommes encore dans un autre niveau de violence qui possible. On sent bien que pour fédérer les deux grands blocs Occident, BRICS, et où les blocs qui sont là, eh ben il faut qu'il y ait une confrontation. On sent bien que ça ne peut pas se faire de façon consciente. On voit bien comment se comportent les Américains. Là, ils veulent préserver leur hégémonie. Et alors que les BRICS voudraient qu'on partage les pouvoirs, voudraient qu'on passe à autre chose, que l'ONU sans doute prenne le pouvoir sur ce qui finira par faire. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. Et donc on voit bien que devant la surdité du dominant qui ne veut pas lâcher prise, eh ben, il y a la violence qui va s'imposer. On voit bien qu'il n'y a pas d'autre... qu'il n'y a pas de clé derrière. La conscience n'arrive pas à dire aux États-Unis bon, c'est bon, on peut arrêter d'évoluer par violence. Ils veulent, voilà, là, vous n'êtes pas d'accord avec moi, je vous envahis, je vous bombarde, je fais ci, je fais ça. Bon, et curieusement, l'humanité l'accepte, un peu comme on accepte un adolescent violent qui fait sa crise d'adolescence, et les peuples sages, on va dire, la Chine, l'Inde, les trucs comme ça, disent bon ben ok, d'accord, il veut donner des coups de menton, voilà, ok, on essaye de le gérer tant bien que mal jusqu'à ce qu'il devienne adulte, jusqu'à ce qu'il devienne raisonnable, l'âge de raison. Et on voit bien qu'on est encore dans cet état de violence. Mais, donc, je ne suis pas d'accord. Mais c'était pas... John Dewey, aujourd'hui, je pense qu'il le verrait d'une autre manière, la façon buissonnante des choses. Et nous, on est encore resté... La science, elle est encore sur cette idée buissonnante. Et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir que je développe, d'ailleurs. Julie Arnaud. Oui, et comme on l'avait rappelé au départ de l'émission... il part du principe que la philosophie émerge quand il y a un problème, et contextualisé. Il y a un problème et donc on se met à réfléchir, et comme on se met à réfléchir, on se met à conceptualiser. Donc ça, c'est notre processus humain, et c'est ce que la philosophie fait. Et donc, en fait... Oui, et ça, c'est tout à fait juste. Voilà, c'est là où c'est vraiment très intéressant, cette vision de John Dewey. Sur plein de plans, mais y compris sur celui-là, c'est clair que l'homme, quand il est devant un obstacle, il va mettre en œuvre tout un tas de choses. Sa réflexion, son action, voilà, et la combinaison de tout ça fait qu'il va vouloir dépasser les choses. Et c'est ce qui fait ce progrès étrange qui n'existe pas dans la nature à ce niveau-là. Le progrès, chaque espèce le connaît. Parce que chaque espèce est le résultat d'une évolution vers la perfection. La panthère d'aujourd'hui, ou l'éléphant d'aujourd'hui, ou la baleine d'aujourd'hui, ils sont le fruit d'une évolution lente et inconsciente, évidemment, instinctive, et même plus que génétique, vers un point une acmé. C'est-à-dire que la baleine, elle a atteint la fluidité la plus haute. Peut-être que ça peut encore évoluer, mais enfin, elle est arrivée à ce degré-là. Le puma, il a atteint la vélocité, le truc. Le gnou, il a atteint une harmonie de pouvoir vivre 50 000 individus en paix, ensemble, parce que ils n'ont pas besoin de chasser, ils se contentent de manger de brouter. Donc, ils peuvent être à un autre niveau que les lions qui, eux, ne peuvent pas vivre 1000 lions ensemble, ça ne pourrait pas fonctionner. Voilà. Eh bien, les hommes, ils ont un principe qui est comme ça, et donc le fait de rentrer devant un obstacle fait que la philosophie, c'est le fruit de ça, la réflexion sur les choses. Réflexion sur les premiers philosophes.
les premières philosophies, et toutes, hein, les philosophies de la Perse, des Hébreux, des Égyptiens, des Chinois et des Grecs. C'est la même chose. Quand on parle philosophie, on pense plutôt aux Grecs, mais en fait, c'est toujours une façon d'essayer de répondre à quelque chose qui est un barrage ou mental ou quelque chose. Pourquoi il y a cette création? D'où vient la création? De la terre, du feu, de l'air, etc., etc. Et chacun y va de sa réflexion. Et c'est la philosophie, en fait. Donc, la philosophie, c'est de la philosophie, la pensée des premiers hommes, hein, des premiers hommes. Voilà, les chasseurs-cueilleurs, ils étaient c'est de la philosophie. Le fait d'enterrer les morts, c'est de la philosophie. Le fait de se demander où on va après la mort, c'est de la philosophie, etc., etc. Si on s'intéresse au texte des années 1930 notamment, il part du constat que la société, notamment américaine, donc la démocratie américaine, est en crise. Et donc, il va commencer à réfléchir. Et en 1930, il a 80 ans. Donc on peut penser encore jeune, très vieux. Selon la plasticité de l'esprit. Le fait la souplesse d'esprit fait que on peut continuer à être jeune, à avoir des idées jeunes, philosophiques, de créatrices, très tard en réalité. Sur le diagnostic de cette crise et donc essayer de chercher les raisons qui... Voilà, et dans les années 50, l'Amérique était en crise, mais aujourd'hui elle est en crise. Dans les années 70, elle était en crise. On est toujours en crise en réalité. L'humanité, c'est ça. Quand on lit les écrivains du 19e siècle, ils trouvent que ils n'ont pas la paix qu'il y avait avant, etc. Voilà, les conditions de vie se sont dégradées, etc. On est toujours avec un tel truc, sauf que la réalité, c'est que l'humanité évolue. Bien sûr qu'il y a des choses qui régressent, mais dans la globalité, il y a l'évolution. Et au sein de cette évolution, il y a des régressions ponctuelles et secondaires. Font que la démocratie américaine, occidentale et de manière générale, le principe démocratique est en crise. Et donc, je dis ça parce qu'il me semble que c'est une illustration assez parlante de cette application-là d'une révolution de pensée à la société, parce que ce qu'il montre, c'est que en réalité, guidé par la quête de certitude qui, depuis l'Antiquité grecque, a en réalité, on va dire, guidé, les êtres humains. En réalité, du coup, l'idéal de la démocratie tel qu'il a été mis en évidence par les pères fondateurs aux États-Unis, Jefferson, aurait été posé comme un idéal de la démocratie qu'il faudrait atteindre et qui serait fixe, le modèle parfait de ce que serait la démocratie. Et donc, le diagnostic qu'il fait dans les années 1930, c'est que peut-être que justement, cet idéal-là, il était contextualisé. Ça, c'est génial. C'est là où c'est vraiment, c'est tellement formidable d'avoir, là c'est Julie Arnaud qui nous explique ça et qui met, voilà, j'ai pas lu John Dewey et en fait ça m'amène à une connaissance, une simplicité. C'est de l'art de pouvoir vulgariser les choses, les rendre à la portée de quelqu'un comme moi qui est pas capable de lire un texte de lire une œuvre dans le texte. Et ça, c'est quand même... Alors, je fais des erreurs, évidemment. C'est très... par exemple, là, je trouve que c'est génial, cette idée de John Dewey, de penser que la démocratie, c'est quelque chose qui se construit et qui se détruit, qui évolue, quoi, qui n'est pas bloqué. Et en fait, c'est ça qui est... Voilà, ça, c'est... Et là, le darwinisme, il est important. Cette idée de... Voilà, l'apport du darwinisme à ce type de pensée, c'est vraiment très important. Évidemment,
la démocratie, c'est quelque chose qui évolue et qui atteindra peut-être son acmé ou sera dépassé par autre chose. Moi, je pense que l'humanité va vers le symbiotisme après un système démocratique. Ça sera peut-être une démocratie symbiotique ou je ne sais pas, mais qui englobera pas que la démocratie, toutes les autres, le meilleur de chaque système. Voilà, le symbiotisme, ça serait plutôt ça pour moi. Mais la démocratie, évidemment, que si on atteignait un état, si elle atteint son acmé, c'est une œuvre d'art, la démocratie. Sur la mécanique universelle, j'en fais une œuvre d'art, parce qu'elle inverse les lois de la nature, tout en gardant son énergie. C'est-à-dire que le peuple fait émerger les meilleurs d'entre lui, du peuple. Si l'organisation est bien faite et qu'on n'est pas revenu à une sorte d'aristocratie, comme en ce moment, par exemple, ben voilà, dans les hautes sphères, à l'ENA, tout ça, c'est très rare que ça vienne de du prolétariat, quoi. Il y a une sorte de népotisme qui fait que on est redevenu un petit peu aristocratique d'une certaine façon. Et donc ça pose un problème. Mais voilà, la logique voudrait que le peuple fait émerger de lui-même les meilleurs du peuple, qui ont pour vocation de servir, de rendre heureux le peuple qui est le véritable souverain. Donc en haut, c'est le peuple. Et en dessous, c'est les dominants qui sont là pour faire le bonheur du peuple, auquel ils participent, puisqu'ils font partie du peuple, évidemment, les dominants. Mais la vision première d'un dominant démocratique, ça devrait être le peuple. Je travaille pour le peuple. Je travaille pas pour moi, pour mon clan, pour mon parti, pour ci, pour ça. C'est pour le peuple. C'est le peuple que je dois servir. Et ça, les démocrates actuels ne comprennent rien à la philosophie de la démocratie, ou très peu. Et quelques-uns comprennent, mais la plupart sont là comme des prédateurs, en somme. Et ça, c'est texte des pères fondateurs. Et que, à partir de là, chercher à vouloir à tout prix adapter ce modèle dans un contexte qui n'est plus celui des pères fondateurs, en réalité, eh bien, ça cause un problème, puisqu'on applique des croyances issues du passé dans un contexte qui n'est plus le même. Et donc, ça me permet de revenir à la deuxième chose que je voulais dire au départ, je n'ai pas oublié. Moi non plus. C'est qu'en réalité, l'influence de Darwin sur Dewey, elle est réelle, mais en même temps, il met en évidence le fait que l'adaptation, ce serait une relation unilatérale entre un organisme et son environnement, puisque ce serait l'individu qui devrait s'adapter à son environnement. Et lui, il met en évidence un autre terme qui est assez omniprésent dans ses textes, c'est celui d'ajustement. Et c'est super intéressant, bien sûr. À travers le terme de transaction, c'est-à-dire que oui, Darwin a été important a été un moment fondateur pour cette nouvelle façon de penser la société, mais en réalité, il faut quand même aussi ajuster son concept à la société qui est la nôtre en pensant justement la question de l'ajustement plutôt que de l'adaptation. C'est-à-dire, quelle est la différence entre adaptation et ajustement ? C'est-à-dire que pour Dewey, l'individu n'est pas... ça marche dans les deux sens. Oui, voilà, c'est ça. C'est pas une cire malléable qui devrait s'adapter à son environnement et donc adapter ses pratiques. Voilà, l'évolution de l'environnement, l'évolution de l'humanité oblige l'individu à réfléchir à chaque fois en permanence, mais c'est un travail commun. Ce qu'on apporte, ce que l'homme apporte comme progrès, l'oblige à réformer sa façon de penser les choses et à les faire évoluer. En fait, c'est le principe de l'évolution. Et ça, c'est pour ça que l'humanité va vers sa perfection grâce à ce mécanisme-là. À son environnement. C'est-à-dire à partir du moment où il s'adapte à son environnement, ça change l'environnement qui interagit sur lui. Et c'est un mouvement réciproque perpétuel. Alors, je voudrais qu'on revienne à la notion de croissance. Voilà, on va arrêter là pour cette vidéo. Et voilà, bon, je dis à très bientôt
C'est tout. Voilà.